Alors, chers amis youtubeurs, chers élèves, on va se poser une question aujourd'hui. On va se demander si les cours d'histoire-géographie que vous avez au lycée, c'est de la propagande. En effet, il y a beaucoup de questions d'élèves qui estiment, notamment a posteriori, après leurs études, quand ils sont en terminale ou même après, ils estiment qu'en fait, ce qu'ils ont appris à l'école, c'était une forme de propagande. Par exemple, vous avez une image de l'histoire et de la géographie qui peut être relativement stéréotypée, dans le sens assez cliché. Si je vous dis par exemple que vous avez l'impression qu'Hitler c'est vraiment le grand méchant, que la République comme régime politique c'est trop bien et que la démocratie ben, c'est la base, c'est le seul régime politique qui soit souhaitable, ou alors même que la colonisation c'est vraiment une catastrophe, c'est mal, c'est pas bien. En histoire, ben, ça c'est des poncifs que vous avez intériorisés du fait de l'école, parce que l'école elle vous a un peu fait par les programmes scolaires passer ces idées, ces valeurs-là. Et puis après vous arrivez dans la société, puis vous voyez que tout le monde pense pas comme ça. Alors, bon, souvent c'est des extrêmes et minoritaires, mais il y a des gens qui pensent pas tout à fait pareil. Mais par exemple, si je vous prends la géographie, en géographie c'est pareil. En géographie, est-ce qu'on vous a pas donné l'impression que la mondialisation c'était un phénomène naturel et qui était presque souhaitable et contre lequel on pouvait pas aller, que du coup les frontières c'est quelque chose de complètement dépassé, que les frontières mûres c'était quelque chose d'horrible et qu'il fallait finalement les détruire et les raser, que l'Union Européenne c'était quelque chose de bien et qu'il fallait absolument poursuivre cette construction qui était bénéfique pour nous, même que le réchauffement climatique c'était super grave et qu'il fallait absolument dans tous les modes d'aménagement privilégier les aménagements écologistes et que c'était les meilleurs aménagements. Donc ça je viens de vous dire par rapport à la géographie, ben je veux dire tout un tas d'idées politiques qui vous ont été sous-entendues ou même dit relativement explicitement par les programmes de géographie. Or, là aussi, ce sont finalement des idées politiques et on a le droit de se placer à l'opposé de ça. Donc au travers des programmes d'histoire, il y a un certain nombre de personnes qui estiment qu'en fait, on fait une propagande, c'est-à-dire qu'on va induire dans le cerveau des élèves un certain nombre de d'idées et on va les faire passer par le programme d'histoire géo. Alors ça c'est la définition même de la propagande. La propagande c'est la diffusion d'idées ou la propagation d'idées par quelque moyen que ce soit, donc ça peut être par la publicité mais également par l'éducation pour endoctriner, pour faire passer des idées dans la société. Euh, et un cours c'est quoi? Un cours, c'est un moment où un individu, donc ça c'est important, c'est un individu, parce que en France c'est comme ça, c'est pas 5 personnes, c'est un individu, va essayer de amener des connaissances. Donc ces connaissances, il va les sélectionner, il va pas toutes les donner, il va en donner certaines. Amener des connaissances, mais aussi des compétences, donc on va créer des manières de travailler à un élève. Et on va voir dans cette vidéo que la manière, les connaissances qui sont choisies, les connaissances qui sont données à l'élève, mais également la manière de travailler, sont là pour induire des idées et des comportements. Et donc, dans un certain sens, on peut dire que c'est de la propagande. Mais de l'autre côté, on verra dans cette vidéo que l'objectif des cours, c'est aussi de vous donner un esprit critique, et justement qu'à ce titre-là, on ne peut pas les taxer de propagande. Enfin, dans un dernier point, on se demandera si c'est vraiment la bonne question de dire si les cours d'histoire géo sont de la propagande, ou alors essayer de ne pas discuter de leur neutralité, ou alors des questions qu'il faut se poser. Donc on fera un plan en oui, non, mais, c'est les plans usuels que vous utilisez en philo, ou même en histoire géo quand il s'agit d'avoir une discussion. Donc dans un premier temps, oui, les cours d'histoire géo sont de la propagande. Alors pourquoi on peut dire qu'il y a une forme de propagande et une forme de volonté de vous faire passer des idées dans les cours d'histoire géo. Alors le premier point, c'est que les programmes sont faits d'une telle manière qu'ils vont choisir des objets. D'accord? Et on ne choisit pas n'importe quel objet. Et on va insister sur des moments de l'histoire ou des moments de la géographie qu'on estime importants alors qu'on va en oublier d'autres. Donc je vous prends un exemple en histoire. Si on prend par exemple l'histoire antique, les seules séquences qui sont étudiées, en général, c'est ce qui est relatif à l'invention de la démocratie. Donc, que ce soit dans le programme de HGGSP, c'est la démocratie athénienne, ou même la romanisation en seconde, on insiste sur la diffusion de la citoyenneté romaine et du citoyen romain. Donc, on insiste sur l'empreinte qu'a laissée l'Antiquité dans la démocratie. Or, l'Antiquité, elle n'a pas laissé que la démocratie comme empreinte. Hein. Elle a aussi laissé le christianisme, le judaïsme. Bon, ça, vous le voyez en cinquième, hein, mais vous ne le revoyez pas au lycée. Mais aussi, elle a laissé des grands empires, puis il y a des choses qu'elle n'a pas laissées.
des choses qu'elle n'a pas laissées. Par exemple, la dictature spartiate, elle n'est pas étudiée du tout à l'école, alors que c'était une civilisation qui en Grèce antique a duré plus longtemps et a été plus large que la civilisation athénienne, alors qu'on étudie Athènes. Pourquoi? Parce qu'on étudie ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous. Donc finalement, c'est notre système politique qui voit dans le passé ce qui l'intéresse et qui étudie ce qui l'intéresse. Donc voilà, donc déjà il y a une orientation sur le sujet des programmes scolaires. Alors, je vous ai donné un exemple en histoire, mais c'est aussi extrêmement vrai en géographie. Là, c'est vrai sur la manière dont sont formulés les programmes. Si vous étudiez les programmes d'il y a 30 ou 40 ans étaient spatiaux. Donc vous étudiez des espaces géographiques. Donc par exemple, on étudiait l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, en géographie, l'essentiel des programmes n'est plus géographique, donc spatial, et thématique. Donc vous allez étudier une thématique et vous allez l'appliquer à différents espaces dans le monde. Alors, déjà, le choix de thématique est souvent, et même l'intitulé des programmes, oriente le problème. Donc par exemple, gérer les ressources. Donc il faudrait, donc ça sous-entend qu'il y a des problèmes de gestion des ressources, et la manière dont c'est présenté, c'est en gros économiser les ressources créent des conflits, donc il y a un biais, il y a une orientation, ou alors si ce n'est un biais, qui, dans tous les chapitres, donc par exemple sur la ville, c'est également la ville durable, donc il y a l'idée de durabilité, on applique dans ces thématiques des concepts qui viennent, donc également le développement durable, qui viennent plaquer sur les phénomènes actuels, qui sont l'exploitation des ressources, on pourrait parler de l'exploitation des ressources tout simplement, une vision de comment il faudrait que le monde soit. D'accord? Et ça, c'est inhérent à l'ensemble des programmes de géographie quand ils sont thématiques. Par exemple, sur les inégalités, il y a toute une dimension de que font les acteurs pour réduire les inégalités, que ce soit en cinquième ou notamment l'État, les politiques qui sont développées sur le développement. Voilà. Donc, il y a déjà la géographie thématique, elle implique un choix de thème et une définition des termes qui peut être idéologique. Ensuite, il y a également le choix des espaces étudiés. Il y a 40-50 ans, on étudiait les États-nations. Pourquoi? Parce que le modèle, c'était l'État-nation. Donc on allait étudier le Royaume-Uni. Et les écoliers français, ils étudiaient la France. Alors, on prenait un manuel d'histoire, ou de géographie, excusez-moi, ou même d'histoire d'il y a 60-70 ans. Vous appreniez l'histoire de France et la géographie de la France. Ils devaient apprendre les fleuves, leurs sous-affluents par cœur. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, comme le peu d'espace géographique que vous apprenez, beaucoup l'Union européenne, la géographie de l'Union européenne ressort à de nombreuses fois, et vous appliquez les thématiques à la France. Alors, en géographie, par contre, en histoire, il n'y a aucun moment, à part en terminale, où on étudie spécifiquement l'histoire de France. À part en terminale, où on étudie spécifiquement et nommément l'histoire de France. On va même plutôt étudier une histoire européenne, ou même mondiale, à un certain moment. Donc ça, c'est aussi un choix idéologique. Parce que on dit, vous n'êtes pas un citoyen français, vous êtes un citoyen du monde. D'accord? Et ça, c'est un message qui aussi est un choix de la part de nos gouvernements. Alors du coup, quels choix idéologiques sont faits dans les programmes actuellement? Eh ben, ce sont des choix qui sont relatifs à ceux qui écrivent les programmes. Et ceux qui écrivent les programmes, c'est pas n'importe qui. C'est des inspecteurs généraux, c'est le Conseil supérieur des programmes, qui sont des postes éminemment politiques, de gens qui sont nommés par le ministère et payés par le ministère, et donc qui sont relatifs à la ligne politique du gouvernement, ou on va dire de la haute sphère étatique française, qui n'a pas tellement bougé depuis une vingtaine d'années, avec le rapprochement progressif idéologique de la gauche et de la droite. Donc en gros, vous avez dans les programmes la pensée moyenne, dans les choix qui sont faits, je veux dire, de nos élites. D'accord? Aussi, ceux qui vont crier au complotisme et à la propagande, ça va plutôt être les extrêmes, qui vont trouver que les programmes sont extrêmement orientés idéologiquement en leur défaveur. Donc ça va être l'extrême droite, mais également l'extrême gauche, sur tout un tas de points.
qui eux vont crier à la propagande. Alors, si on se pose de leur point de vue, ça peut être vu comme à juste titre, je vous l'ai argumenté auparavant. Alors, donc ça c'est sur le contenu du cours où on pourrait dire que c'est de la propagande. Mais il y a également, et ça c'est important, sur comment le prof fait cours. Ok. Et là, il y a une forme de choix qui sont faits qui, et ça vous vous en rendez pas compte en tant qu'élève, qui ont pour but d'induire des comportements. Et c'est pour ça que l'éducation nationale, elle s'appelle l'éducation nationale et pas l'instruction. Et ça, il faut que vous le sachiez en tant qu'élève à un certain moment. En gros, si je fais de l'instruction, je vous apporte des connaissances, vous les prenez, mais moi, je n'ai rien à faire de votre comportement, de vos valeurs. Or, si je fais de l'éducation, je vais vouloir influencer sur vos valeurs et vos comportements. Donc, par exemple, en tant que prof aujourd'hui, on doit développer le travail de groupe pour développer une valeur qu'on estime être importante, c'est la cohésion d'équipe et la solidarité. Euh, de même, il y a une certaine forme d'égalitarisme dans les choix qui sont faits par les profs, parce que l'égalité, c'est une valeur forte. On pourrait par exemple discriminer, ne pas mettre les élèves qui sont au même niveau ensemble, alors que non, on va plutôt essayer de jouer la coopération entre les bons et les mauvais. Alors, ça entraîne des biais, ça entraîne une moyennisation du niveau. En gros, dans un cours aujourd'hui, avec tous ces travaux de groupe, tous ces choses qui sont prônées par l'éducation nationale, qui a conduit à une moyennisation, pas une mise en avant des bonnes notes, donc du coup plus de notes, on juge sur la compétence. Ça vise à une moyennisation, et du coup, il n'y a pas une stigmatisation des mauvais, pas une valorisation des bons. Mais ça, du coup, c'est aussi un choix idéologique qui est une forme de propagande. D'accord? Et ça, il ne faut pas le nier. C'est une société qui valorise différemment la réussite et qui peut être totalement remis en cause et critiqué. Et c'était des choix, ce que je viens de vous décrire, des manières d'éduquer, donc qui ne c'est pas du tout les mêmes il y a 40-50 ans. Donc voilà, dans l'école, il y a une forme, on va dire, il y a une forme de propagande par les contenus, mais aussi par le contenant, donc par la manière dont on a de vous transmettre les choses. Et ça, vous devez, en tant qu'élève, avoir un regard là-dessus. Et vous dire que ça n'a pas toujours été pareil, et que ça fait l'objet de choix de la part de l'institution. Et en tant que citoyen, lors des élections, on peut intervenir sur ces choix. Parce que les partis politiques ne sont pas d'accord sur ces questions-là. Alors bon, ils s'expriment peu parce qu'aujourd'hui notre démocratie est débile et qu'on est sur des slogans, mais il pourrait très bien y avoir, il y a un parti ou des très différents qui n'auraient pas du tout les mêmes valeurs sur l'éducation et qui reposeraient les programmes et les manières de faire en classe. Alors maintenant, je vais prendre le point de vue inverse, je vais vous dire non, on ne peut pas dire que l'éducation nationale soit un lieu de propagande. Alors tout d'abord, la première chose, c'est que normalement, les programmes sont là pour donner des connaissances. Et même s'il y a des choix qui sont faits dans les programmes, vous devez intérioriser des connaissances et des concepts qui sont validés scientifiquement par des universitaires. Et ceux qui constituent les programmes, ce sont des universitaires, ce ne sont pas des hommes politiques, au Conseil supérieur des programmes. Même s'ils sont nommés par des hommes politiques, ce sont des universitaires. Donc, déjà, là, on peut dire que l'école enseigne des concepts qui sont validés scientifiquement. Ensuite, on peut également dire que quand il y a des débats, l'école vous invite à débattre et vous invite à vous poser des questions et ça, à vous donner différents points de vue. D'accord? Par exemple, quand vous étudiez la Révolution, en général, il vous est présenté le point de vue des Chouans, donc des Vendéens, le point de vue de Louis XVI. Et normalement, on essaye aujourd'hui de montrer qu'il y a une certaine forme de complexité de l'histoire. Et d'ailleurs, on essaye justement de vous montrer aussi l'histoire des vaincus, et pas seulement l'histoire des vainqueurs. Vous avez probablement étudié Moctezuma, l'empereur vaincu par Christophe Colomb, et on essaye de voir son point de vue. Donc, et pareil en géographie, quand on essaye d'inviter au débat, par exemple dans valoriser les espaces en seconde, on essaye de voir
le conflit qu'il y a entre la valorisation agricole et la valorisation touristique. Par exemple, par rapport aux loups, euh, ou avec les écologistes, entre écologie et agriculture. On essaye de montrer qu'il y a des débats et que les solutions ne sont pas simples. Donc ça, c'est important à noter également que normalement, différents points de vue sont montrés dans vos cours. Alors si ce n'est pas le cas, c'est un peu inquiétant par contre. Parce que ça, c'est explicitement demandé dans les programmes. Et si vous avez l'impression qu'on oublie de présenter en géographie une partie du débat, bah là, c'est aussi à vous, à votre rôle d'élève, d'avoir aussi un esprit critique sur votre professeur. Donc par exemple, sur le chapitre sur les mobilités en seconde, ah ben là, avec mon professeur, on a étudié sur les migrations, que les problèmes liés aux migrations. Bah, peut-être que mon professeur, il pense que la migration, c'est pas bien. Il n'a pas vu aussi les aspects positifs de la migration. Et or, sur le chapitre sur la migration, par exemple, on doit essayer de voir une différente perspective, les conflits, mais aussi les solutions, les transferts d'argent, toute la complexité. Voilà. Et sans jamais, et ça c'est aussi un autre point de vue, le professeur doit avoir une certaine forme de neutralité. Par exemple, sur les migrations, il ne doit pas dire la migration c'est une catastrophe pour les pays développés. Il doit dire il y a des conflits qui sont créés dans les pays développés du fait de la migration, avec la montée des partis d'extrême droite, et on doit s'en tenir aux faits, et pas au jugement. Et ça, c'est aussi une des choses, c'est que normalement, dans nos devoirs de fonctionnaires, on a un devoir de réserve, et on ne doit pas avoir des propos d'ordre idéologique. Et on doit prendre une certaine forme de distance scientifique. Donc là aussi, c'est un gage de non-propagande, du fait que votre professeur doit avoir une certaine forme de neutralité. Enfin, et là, je dirais que c'est le plus important, c'est que l'école, alors par contre là, je doute qu'elle réussisse dans sa mission, mais elle a au moins l'ambition de vous apporter de l'esprit critique. C'est-à-dire qu'elle essaye de faire de vous, les élèves, des êtres intelligents et pensants qui doivent avoir un recul critique sur ce qui leur est dit. Et qui peuvent poser des questions, qui peuvent montrer d'autres faits, qui peuvent essayer de montrer leur avis également. Et ça, c'est important. Souvent, et ça passe par exemple par, on va dire, des analyses de documents, où vous allez voir des affiches de propagande. Donc, pourquoi c'est de la propagande? Qu'est-ce qui est exagéré? Mais quand vous faites cet effort-là sur des documents, vous devez aussi le faire pour votre propre cours. D'accord? On essaye de vous apporter de l'esprit critique, et ça, c'est un objectif des professeurs, et qui est explicitement donné dans les programmes. Donc voilà. Alors maintenant, dernière partie, est-ce qu'on a posé les bonnes questions? Alors moi je pense que on a balayé l'essentiel du sujet. Mais maintenant, il y a d'autres questions à se poser. Déjà, est-ce que c'est forcément souhaitable qu'un cours soit neutre? On peut se poser la question. Un cours, c'est l'objectif, c'est de faire passer des valeurs à des élèves. D'accord? Est-ce que par exemple, on peut être totalement neutre par rapport au génocide juif? Ben ça, on peut se poser la question. Est-ce qu'on peut présenter par exemple le point de vue des négationnistes à des élèves? Alors, à cette question-là, il est légitime de penser que la réponse n'est pas simple et que c'est finalement pas si grave si on présente la vision qui correspond à ce que collectivement on accepte comme étant la bonne voie de l'histoire ou la bonne voie de la géographie. Parce que ça a été légitimé par un État démocratique. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que notre État est vraiment démocratique? Ça, c'est une vraie question, parce qu'en France, on a un souci avec la démocratie, qui est une démocratie représentative dans laquelle très peu de gens votent, et dans laquelle il y a beaucoup de questions dans lesquelles on ne discute pas. Une démocratie directe comme la Suisse, où même des questions scolaires peuvent être débattues et votées, hein, ça, ce serait pas un problème. Chez nous, ça pose question, mais on peut se dire que si collectivement, les Français, on a accepté qu'on présente les visions de l'histoire comme ça, et ben que les villes durables c'est la solution, que le génocide c'était hyper grave, et ben c'est pas grave si on le présente de cette manière-là aux élèves. D'accord? Donc ça c'est une première question qu'on peut se poser. Qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment grave que ce soit présenté sans neutralité? On peut se dire ouais c'est finalement pas trop grave. Ensuite, autre réflexion qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est en tant qu'élève, vous avez un professeur.
D'accord? Votre professeur n'est pas neutre. C'est un individu. Il a des idées, il fait des choix. Alors, peut-être, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de quel choix fait mon professeur, qu'est-ce qu'il pense réellement sur son cours, parce qu'il pense quelque chose. Je veux dire, un prof d'histoire, il a forcément une vision de la révolution, une vision des révolutionnaires, il a une vision en géographie, ou alors c'est un débile, hein. Il a une vision de comment il faut aménager une ville, comment il faut avoir des mobilités. Et bien peut-être en tant qu'élève, on pourrait se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas savoir ce que pense le prof? Est-ce que boum, on regarde, qu'est-ce que le prof pense? Boum, on sait. Et il faudrait faire un cours hyper idéologique et ensuite avoir le recul scientifique. Donc, alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir deux profs? Un prof qui pense d'une façon et un prof qui pense d'une autre. Mais ça, c'est une question intéressante que vous devez vous poser, c'est que pense le prof? Et ça, c'est très intéressant. Vous avez le livre, vous avez les médias, parce que vous savez tout, vous avez Wikipédia, vous avez tout. Vous avez le prof. Et moi, je pense que pour bien apprendre, vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il pense le prof? Qu'est-ce qu'il en... On étudie ce sujet, les mobilités, mais qu'est-ce qu'il en pense le prof? Alors, bon, s'il pense rien, votre cours doit pas être très intéressant, je suis désolé pour vous. S'il pense quelque chose, ben là, il doit être intéressant. Donc, votre prof pense quelque chose, et il a le droit de le penser, et c'est bien qu'il le pense. Donc, votre cours, c'est forcément un peu de la propagande, mais c'est à vous de décrypter qu'est-ce qui, dans votre cours, est de l'ordre de la propagande, et qu'est-ce qui n'est pas de l'ordre de la propagande. C'est pour ça que j'espère que vos cours sont passionnants. Sur ce, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo qui vous a, j'espère, fait réfléchir. À bientôt pour des nouveaux tutos. C'était du niveau terminal, haute réflexion. Si vous avez suivi et compris, c'est que vous êtes de bons citoyens français.